Ma femme m'a envoyé un message juste après mon héritage, je vais demander le divorce la semaine prochaine. J'en ai fini de faire semblant de t'aimer, maintenant que je peux enfin encaisser et trouver quelqu'un qui mérite mon temps. Je lui ai répondu calmement, je t'ai devancé. Ensuite, j'ai confirmé que notre contrat prénuptial protégeait tout ce que je venais d'investir. Son avocat a appelé, complètement paniqué, 48 heures plus tard. Salut à tous, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perdait un peu de vitesse, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie énormément pour nous. Faisons croître cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, lançons la vidéo. Compte jetable, parce que cette histoire implique certaines personnes qui traînent sûrement sur Reddit, et je n'ai pas besoin de drame. Mais je porte ça sur le cœur depuis des mois, et honnêtement, j'ai besoin de m'en libérer, parce que ce qui s'est passé me sidère encore aujourd'hui. Tout ce cauchemar a commencé il y a environ 1 an, quand mon grand-père est décédé. Je vais vous raconter toute l'histoire, parce que la manière dont tout s'est déroulé, franchement, j'ai encore du mal à croire comment ça s'est passé. Et peut-être que certains d'entre vous penseront que je suis allé trop loin à la fin, mais honnêtement, je dors très bien la nuit en sachant que j'ai fait exactement ce qu'il fallait. Petite présentation rapide, j'ai 31 ans, je travaille dans la construction depuis l'âge de 18 ans. J'ai commencé comme ouvrier payé 12 $ de l'heure, et j'ai gravi les échelons jusqu'à diriger ma propre petite équipe de sous-traitants. Rien de luxueux, mais on fait du bon travail et je gagne correctement ma vie, environ 75 000 $ par an, dans une petite ville de l'Ohio où cet argent permet de vivre confortablement. Je suis propriétaire de ma maison enfin, la banque et moi, je conduis un pick-up entièrement payé, et j'ai toujours été prudent avec l'argent. Je suis marié à Jessica depuis 3 ans. Je l'ai rencontrée à 26 ans et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, semblait gentille et terre à terre, pas du tout le genre de femme exigeante qui voulait des choses chères du moins, c'est ce que je croyais. Avec le recul, il y avait des signes d'alerte que j'aurais dû voir, mais quand on est amoureux, on ignore ce genre de choses. Mon Dieu, que j'étais stupide. Comme je l'ai dit, tout a commencé quand mon grand-père est mort en février dernier. Grand-père Joe, c'était un dur à cuire à l'ancienne, qui avait travaillé 40 ans dans les aciéries avant qu'elle ne ferme. Il n'a jamais gagné beaucoup d'argent, mais il était intelligent avec ce qu'il avait. Il a vécu dans la même petite maison pendant 50 ans, n'a jamais dépensé un centime pour quelque chose dont il n'avait pas besoin. Mon père plaisantait toujours en disant que grand-père devait sûrement avoir plus d'argent qu'il ne le laissait croire, mais personne ne le croyait vraiment. Le gars conduisait un pick-up Ford de 1995 jusqu'au jour de sa mort, et achetait ses vêtements chez Walmart. Pas vraiment le profil d'un homme avec une fortune secrète, vous voyez? Jessica avait été bizarre pendant toute la maladie de mon grand-père. Elle est venue aux funérailles et tout, mais elle posait des questions étranges sur ses finances. Avait-il des économies? Une assurance vie? Tu crois qu'il y aurait des objets de valeur dans sa maison? Je pensais qu'elle essayait juste de m'aider à penser à des choses pratiques, mais avec le recul, ouais, elle cherchait des infos. L'ouverture du testament devait être une simple formalité. La maison de grand-père irait probablement à mon père, et peut-être qu'on se partagerait quelques milliers de dollars entre petits-enfants. Jessica a insisté pour venir, en soutien moral, ce qui aurait dû être mon premier indice. Je suis assis dans le bureau de l'avocat avec mes parents, mes 2 cousins et Jessica, quand l'avocat lâche la bombe à mon petit-fils Michael, qui m'a toujours traité avec respect et ne m'a jamais rien demandé, je lègue mon portefeuille d'investissement, actuellement évalué à environ 380 000 $. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. J'ai littéralement cru que j'avais mal entendu. Pardon? Vous pouvez répéter, ai-je demandé. 380 000 $, monsieur Thompson. Votre grand-père était un investisseur avisé. Il a commencé à acheter des actions solides dans les années 1980, et il n'a jamais touché à l'argent, il a juste réinvesti les dividendes. Mes cousins avaient l'air d'avoir reçu une gifle. Mes parents me regardaient comme si j'avais une deuxième tête. Et Jessica? Jessica avait ce regard dans les yeux que je ne lui avais jamais vu, comme un loup qui repère un cerf blessé. En sortant du bureau de l'avocat, tout le monde agissait bizarrement. Mes cousins me parlaient à peine, clairement furieux que grand-père m'ait tout laissé au lieu de partager. Mes parents étaient contents pour moi mais choqués. Mais Jessica était différente. Tout le long du trajet, elle parlait de ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Comment on devrait l'investir.
Comment on pourrait enfin faire ce voyage en Europe qu'elle avait toujours rêvé? Comment on devrait envisager une maison plus grande? À l'époque, je trouvais ça mignon qu'elle pense à notre avenir. Avec le recul, ça aurait dû être mon premier drapeau rouge. En moins d'une semaine après l'héritage, la personnalité de Jessica avait complètement changé. Elle parlait constamment de choses chères, sacs à main de marque, vacances de luxe, une nouvelle voiture pour elle. Elle répétait, on peut se le permettre maintenant, et on mérite de profiter un peu de la vie. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'elle commençait à me traiter différemment. Plus affectueuse, plus attentionnée, je ne sais pas comment décrire ça, comme si elle jouait un rôle, celui d'une bonne épouse, au lieu d'en être une. Et elle est devenue obsédée par nos comptes financiers. Toujours à demander le solde, à vouloir savoir comment se portaient les investissements, à suggérer qu'on devrait tout mettre dans des comptes communs, comme les vrais couples mariés. On était mariés depuis 3 ans, et jamais elle ne s'était intéressée à nos finances avant. Et tout à coup, elle se prenait pour une conseillère financière. C'est là que j'ai commencé à prêter plus attention à ce qui se passait vraiment. Environ un mois après l'héritage, le comportement de Jessica est devenu encore plus étrange. Elle restait plus souvent tard au travail, prétendant que le cabinet dentaire était débordé. Elle rentrait à la maison en sentant un parfum masculin qui n'était certainement pas le mien. Mais quand je lui posais la question, elle disait que ça venait d'un patient masculin ou que le docteur Peterson portait quelque chose de fort. Elle est aussi devenue super secrète avec son téléphone. Avant, elle le laissait traîner partout. Maintenant, il était toujours posé face contre la table, et elle l'emmenait même aux toilettes. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit qu'elle recevait plein d'appels indésirables et qu'elle ne voulait pas me déranger avec les notifications. Mais le vrai signal d'alarme est apparu lorsqu'elle a commencé à parler de notre contrat prénuptial. Oui, nous avions un contrat. C'était même l'idée de Jessica à l'origine. Quand nous nous sommes fiancés, elle gagnait plus d'argent que moi et avait des économies issues de son ancien emploi. Elle voulait protéger ses biens au cas où quelque chose tournerait mal. Cela avait du sens pour moi à l'époque, je n'avais de toute façon pas grand-chose à protéger. Le contrat était assez simple, ce que chacun possédait avant le mariage restait séparé, et ce que nous gagnerions ensemble serait partagé en cas de divorce. Comme j'avais hérité de l'argent après notre mariage, cela tombait techniquement dans une zone grise, mais la façon dont notre avocat l'avait rédigé précisait que les héritages étaient considérés comme biens séparés. Mike, m'a dit Jessica une nuit, environ 6 semaines après l'héritage, j'ai réfléchi à notre contrat prénuptial. Tu ne penses pas qu'on devrait peut-être le mettre à jour? Je veux dire, financièrement, nous sommes dans une toute autre situation maintenant. Le mettre à jour comment, ai-je demandé. Eh bien, nous sommes une équipe maintenant, de vrais partenaires. Peut-être qu'on devrait simplement s'en débarrasser complètement, montrer qu'on se fait confiance à 100%, je l'ai regardé fixement. Jess, c'est toi qui voulais ce contrat au départ. Tu disais que c'était important pour nous protéger tous les deux. C'était différent. On était plus jeunes, on ne savait pas si le mariage allait fonctionner. Mais maintenant, on est solide, non? On construit une vie ensemble. Le contrat me donne l'impression qu'on ne se fait pas confiance. Pas de confiance? La femme qui voulait soudainement avoir accès à mon héritage pensait que notre contrat manquait de confiance. Je ne sais pas, Jess. Si ce n'est pas cassé, pourquoi vouloir le réparer? Son visage a changé, juste une seconde, mais je l'ai vu, une pure colère, vite masquée par une expression de tristesse. Je pensais juste. Laisse tomber. J'ai du mal comprendre le type de mariage que nous avons. Après ça, elle a commencé à me faire la tête. Plus de discussions sur l'argent, plus de gestes affectueux exagérés, juste Jessica, normal. Mais en quelque sorte, c'était pire. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à observer ce qu'elle faisait. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ratées auparavant. Comme le fait qu'elle fouillait mon courrier quand je n'étais pas à la maison. J'ai commencé à le laisser dans un ordre précis, et je vérifiais en rentrant du travail. Il était toujours déplacé. Ou bien les questions très précises qu'elle me posait sur mes comptes d'investissement, quelle entreprise les gère, est-ce que j'ai un accès en ligne, que se passerait-il si quelque chose m'arrivait, est-ce qu'elle hériterait automatiquement de tout? La question de l'héritage m'a vraiment mis mal à l'aise. On avait des problèmes, je commençais à avoir de sérieux doutes sur notre mariage, et elle me demandait ce qui arriverait à mon argent si je mourais. Mais la goutte d'eau, ce fut le jour où je suis rentré plus tôt du travail et que je l'ai entendu au téléphone, dans notre chambre. Non, il ne veut pas annuler le contrat prénuptial, disait-elle à voix basse. Il est têtu là-dessus. Je sais,
Je sais, mais ce n'est pas si simple. L'héritage est protégé par le contrat. Oui, je travaille sur le plan B. Plan B? Qu'est-ce que c'était, ce plan B? Je suis sorti discrètement de la maison et suis revenu 20 minutes plus tard, en claquant bien la porte pour qu'elle sache que j'étais rentré. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. « Salut mon cœur. Comment s'est passée ta journée ?» m'a-t-elle demandé avec un grand sourire. « Bien, ai-je répondu. Tu parlais à quelqu'un tout à l'heure. J'ai cru entendre ta voix au téléphone quand je suis arrivé. Oh, c'était juste ma sœur. Papotage entre filles, tu sais. J'ai appelé sa sœur plus tard ce soir-là, pendant que Jessica était sous la douche. Rachel n'avait pas parlé à Jessica depuis plus d'une semaine. C'est là que j'ai su que ma femme préparait quelque chose. Et ce n'était certainement rien de bon. Après avoir surpris Jessica en train de mentir au sujet de cet appel, j'ai commencé à enquêter sérieusement. Je me suis senti mal, vraiment. Je veux dire, c'était ma femme. La femme à qui j'avais promis amour et confiance pour toujours. Mais quelque chose n'allait pas. La première chose que j'ai faite, c'est consulter nos relevés téléphoniques en ligne. Jessica passait beaucoup d'appels à des numéros que je ne connaissais pas, notamment un qu'elle avait appelé environ 15 fois au cours du dernier mois, toujours pendant que j'étais au travail. J'ai fait une recherche inversée sur ce numéro. Il appartenait à un cabinet d'avocats du centre-ville, Peterson et Associés, spécialisé en droit de la famille et en divorce. Ma femme appelait très souvent un avocat spécialisé dans le divorce. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Oui, on avait des problèmes, d'accord. Mais je n'avais jamais pensé qu'on allait divorcer. Et si c'était le cas, pourquoi parlait-elle à des avocats dans mon dos au lieu de me parler? C'est là que je me suis rappelé de cette conversation que j'avais surprise au sujet du plan B. J'ai appelé le cabinet d'avocats et demandé à parler à la personne avec qui Jessica avait été en contact. La réceptionniste m'a dit qu'elle ne pouvait pas donner d'informations sur les clients, mais qu'elle pouvait me transférer à Maître Peterson si je voulais prendre rendez-vous. C'est à propos du dossier Thompson, m'a-t-elle demandé. Le dossier Thompson? Ma femme avait déjà ouvert un dossier. J'ai raccroché et suis resté assis dans mon camion, sur le parking du chantier, essayant de digérer ce que ça signifiait. Jessica consultait secrètement des avocats en divorce tout en me demandant d'annuler notre contrat prénuptial. Elle mentait sur les personnes à qui elle parlait au téléphone. Elle voulait savoir ce qui arriverait à mon héritage si je mourais. L'image qui se formait dans ma tête me donnait littéralement la nausée. Ce soir-là, je suis allé chez mon pote Dave et je lui ai tout raconté. Dave n'avait jamais vraiment aimé Jessica. Il disait qu'elle avait toujours semblé fausse, mais il n'avait rien dit parce que c'est un bon ami. Mike, m'a-t-il dit après que j'ai tout expliqué. Ça sent vraiment mauvais, mec, genre vraiment mauvais. Tu crois qu'elle planifie de divorcer pour toucher ton héritage? Je ne sais même plus quoi penser, mais pourquoi d'autres parleraient-elles à des avocats spécialisés en divorce tout en essayant de me faire annuler notre contrat prénuptial? Tu as pensé à peut-être, je sais pas, la tester d'une manière ou d'une autre? Voir ce qu'elle prépare vraiment? C'est là que j'ai eu une idée. Probablement une très mauvaise idée. Mais j'avais besoin de savoir exactement ce que ma femme mijotait. Le lendemain, j'ai appelé Peterson et Associés pour prendre rendez-vous pour une consultation. Je leur ai dit que je m'appelais Mike Thompson et que je voulais discuter d'options de divorce. La réceptionniste m'a immédiatement reconnu. « Oh, monsieur Thompson, maître Peterson attendait justement votre appel. Votre femme avait mentionné que vous pourriez nous contacter. » Ma femme avait donc informé son avocat que j'appellerais, ce qui voulait dire qu'elle envisageait que nous soyons tous deux représentés, ou alors qu'elle planifiait de divorcer et supposait que j'aurais besoin de mon propre avocat. La consultation était prévue pour la semaine suivante. Mais je n'allais pas attendre aussi longtemps pour découvrir ce qu'elle préparait. Ce week-end-là, j'ai dit à Jessica que je devais travailler un samedi, ce qui était vrai. Mais au lieu d'aller sur le chantier après le déjeuner, je me suis garé de l'autre côté de la rue, en face du cabinet Peterson et Associés, et j'ai attendu. Et comme prévu, vers 14 heures, la voiture de Jessica est entrée sur le parking. J'ai vu ma femme entrer dans le cabinet d'un avocat spécialisé en divorce un samedi après-midi, portant une chemise remplie de documents financiers. Elle y est restée presque 2 heures. Lorsqu'elle est sortie, elle était de nouveau au téléphone, et elle avait l'air heureuse, excitée même, comme si elle venait de recevoir une très bonne nouvelle. J'ai suivi sa voiture à distance, pensant qu'elle rentrerait directement à la maison. Au lieu de cela, elle s'est rendue au centre commercial et a rejoint un type que je n'avais jamais vu auparavant. Grand,
beaux, en costume, même un samedi après-midi. Ils se sont pris dans les bras comme plus que des amis. Beaucoup plus. Je suis resté assis dans mon camion, à regarder ma femme partager ce qui était manifestement un déjeuner romantique avec un autre homme, pendant qu'elle préparait en secret un divorce. Et c'est là que tout s'est éclairci. Les soirées tardives au travail, les appels téléphoniques, l'intérêt soudain pour l'annulation du contrat prénuptial, les questions sur mon héritage. Jessica ne voulait pas seulement divorcer pour mon argent. Elle me trompait et préparait un divorce pour obtenir mon argent. Et elle croyait qu'elle allait s'en tirer. Après avoir vu Jessica avec ce type au centre commercial, j'ai compris qu'il fallait que je sois intelligent sur la façon de gérer la suite. Si elle comptait divorcer de toute façon, je devais m'assurer de me protéger, moi et mon héritage. La première chose que j'ai faite, c'est appeler mon propre avocat. Pas Peterson, un autre, nommé Robert Chen, qui m'avait déjà aidé pour des affaires professionnelles. Je lui ai tout raconté, l'héritage, le contrat prénuptial, les rendez-vous secrets de Jessica chez son avocat, l'infidélité. Mike, m'a-t-il dit après m'avoir écouté, la bonne nouvelle, c'est que ton contrat devrait protéger ton héritage. La mauvaise, c'est que si elle consulte déjà des avocats, elle envisage probablement de contester la validité du contrat. Elle peut faire ça? Elle peut essayer. Il y a plusieurs façons d'invalider un contrat prénuptial, dire qu'elle a été forcée de le signer, qu'il est abusif, ou qu'il n'y a pas eu de divulgation financière complète. C'est difficile à prouver, mais avec un bon avocat, elle peut te compliquer la vie. Et donc je fais quoi? On documente tout. Chaque mensonge, chaque rendez-vous secret, chaque tentative d'accéder à tes comptes ou de te convaincre d'annuler le contrat. Et on agit de manière proactive au lieu de réagir trop tard. Chen m'a expliqué que si Jessica avait l'intention de déposer une demande de divorce, il valait mieux que ce soit moi qui dépose en premier. Ainsi, je pourrais contrôler le récit et présenter les preuves de son infidélité et de ses manipulations financières dès le début. Mais avant cela, m'a-t-il dit, il fallait confirmer exactement ce qu'elle préparait, et obtenir des preuves de la liaison. Alors j'ai engagé un détective privé. Je sais, ça peut paraître extrême, mais Chen m'a dit que si cela allait jusqu'au tribunal, avoir des preuves documentées de l'infidélité de Jessica pourrait aider à contrer ses arguments contre le contrat. Et puis, j'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire. L'enquêtrice s'appelait Sarah, une femme d'âge moyen qui avait été flic. Elle ressemblait à une mère de famille, ce qui, je suppose, était justement un atout. En moins d'une semaine, Sarah avait confirmé ce que je soupçonnais déjà. Jessica avait une liaison avec un homme nommé Marcus, qui travaillait dans une agence de marketing au centre-ville. Ils se retrouvaient régulièrement pour déjeuner, depuis environ 2 mois, et ils avaient été ensemble à l'hôtel au moins 3 fois. Mais la partie la plus intéressante, c'était ce que Sarah avait découvert sur les rendez-vous de Jessica chez Peterson. Votre femme cherche à contester le contrat, m'a dit Sarah lors de l'un de nos entretiens. D'après ma source chez Peterson, elle affirme que vous l'avez forcée à le signer, et qu'elle n'avait pas de représentation légale adéquate. C'est totalement faux. Elle avait son propre avocat. C'est elle qui a voulu le contrat prénuptial au départ. Je sais. Mais elle s'est aussi renseignée sur les pensions alimentaires temporaires et sur la manière dont les héritages sont divisés dans l'Ohio. Elle compte clairement s'en prendre à l'argent de votre grand-père. Sarah m'a tendu un dossier contenant des photos de Jessica et Marcus ensemble, des copies de messages. Ne me demandez pas comment elle les a eues et une documentation complète de toutes les visites de Jessica au cabinet d'avocat. Il y a encore une chose, a dit Sarah. Votre femme raconte aux gens que vous êtes abusif et contrôlant avec l'argent. Elle est en train de construire un récit selon lequel vous l'avez financièrement maltraité, et que le contrat fait partie de cette maltraitance. Je regardais les photos de ma femme embrassant un autre homme. Donc elle prévoit de dire que je suis abusif, pour invalider le contrat. C'est ce que je suppose. C'est une stratégie courante, présenter le mari comme un homme contrôlant et abusif, dire que le contrat a été signé sous la contrainte, et essayer de faire annuler le tout. Je me suis senti malade. Cette femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance. Elle prévoyait de détruire ma réputation et de me voler mon héritage, tout en me trompant avec un autre type. Mais je n'allais pas la laisser faire. Chen et moi avons passé les 2 semaines suivantes à préparer notre stratégie. Nous avons tout documenté, les mensonges de Jessica sur ses soi-disant heures supplémentaires, ses réunions secrètes avec des avocats, ses tentatives pour me faire annuler le contrat prénuptial, ses questions répétées sur mon héritage. Nous avons aussi mis en place quelques tests, pour voir jusqu'où Jessica était prête à aller.
J'ai commencé à laisser traîner de faux documents financiers dans la maison, des impressions qui faisaient croire que mon héritage valait encore plus qu'en réalité. Je voulais voir si Jessica allait en prendre des photos ou essayer d'en copier les informations. Elle l'a fait. La détective privée l'a surprise en train de photographier des relevés bancaires et des documents d'investissement pendant que je n'étais pas là. J'ai aussi commencé à mentionner que je pensais à mettre à jour mon testament, pour tout laisser à Jessica si jamais il m'arrivait quelque chose. Sa réaction en disait long. Elle s'est illuminée comme un sapin de Noël, c'est tellement adorable, mon cœur. Mais tu ne penses pas que tu devrais attendre qu'on mette à jour notre contrat d'abord? Juste pour s'assurer que tout soit cohérent. Tout revenait encore et toujours à l'annulation du contrat. À la fin du mois, j'avais largement assez de preuves pour démontrer que Jessica me trompait, me mentait, et préparait un divorce pour mettre la main sur mon argent. Il était temps de retourner la situation contre elle. J'ai décidé de confronter Jessica un jeudi soir, début novembre. J'avais passé des semaines à construire mon dossier, à documenter ses mensonges et à me préparer à ce qui allait suivre. Mon avocat avait toutes les preuves prêtes, et j'avais déjà préparé les papiers du divorce à déposer dès le lendemain matin. Mais d'abord, je voulais voir si Jessica me dirait la vérité, si je lui en donnais la chance. Je suis rentré ce soir-là et je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer le dîner, fredonnant comme si de rien n'était, comme si elle n'était pas en train de planifier la destruction de ma vie. « Salut mon cœur », m'a-t-elle dit en m'embrassant rapidement sur la joue, « comment s'est passée ta journée ?»« Bien, Jess. Il faut qu'on parle. » Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, car son sourire a vacillé légèrement. « De quoi ?»« De nous. De notre mariage. J'ai l'impression qu'on s'éloigne l'un de l'autre, et je veux comprendre comment arranger les choses. » Elle s'est détendue. « Oh Mike, je suis tellement contente que tu dises ça. Je ressens la même chose. Peut-être qu'on devrait envisager une thérapie de couple ou quelque chose comme ça. En fait, je pensais qu'on devrait être plus honnête l'un envers l'autre, tu vois? Vraiment ouvert sur ce qu'on veut, ce qui nous dérange. Absolument. L'honnêteté, c'est essentiel dans un mariage. » L'ironie était immense. « Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Quelque chose que tu gardes pour toi depuis un moment? » Jessica a semblé réfléchir, comme si elle hésitait à me révéler quelque chose d'important. Pendant une seconde, j'ai réellement espéré qu'elle avouerait tout. « Eh bien, dit-elle enfin, j'ai pensé qu'on devrait peut-être reconsidérer notre contrat prénuptial. Je sais que tu veux le garder, mais je pense vraiment que ça crée une distance entre nous, comme si on ne se faisait pas pleinement confiance. » Même quand je lui ai offert une occasion parfaite d'être honnête, elle est restée sur son plan, me manipuler pour que j'annule le contrat. « Autre chose, ai-je demandé. »« Pas vraiment. »« Pourquoi? Tu as quelque chose à me dire? » ?»« En fait, oui. » J'ai sorti mon téléphone et lancé un enregistrement. C'était la voix de Jessica, en train de parler au téléphone du plan B, expliquant que je refusais d'annuler le contrat prénuptial. Son visage est devenu livide. « Mike, je peux t'expliquer. »« Tu peux m'expliquer ça aussi ?» Je lui ai montré une photo d'elle et Marcus en train de s'embrasser devant l'hôtel du centre-ville. La bouche de Jessica s'est ouverte, puis refermée, sans qu'aucun son n'en sorte. « Ou alors ça? » J'ai sorti des copies de ces messages avec Marcus. La détective privée avait vraiment fait un travail exceptionnel. « Mike, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement, Jess. Tu me trompes tout en préparant en secret un divorce pour essayer de me voler mon héritage. Tu me mens depuis des mois, tu rencontres des avocats dans mon dos, et tu racontes aux gens que je te maltraite financièrement. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je n'y croyais plus. Je n'essayais pas de te voler quoi que ce soit. L'argent devrait être à nous de toute façon, on est mariés. Sauf pour ce contrat que tu as signé. Celui que tu essaies d'invalider en disant que je t'ai forcé. Comment tu sais pour? Je sais tout, Jessica. Les rendez-vous chez Peterson, les mensonges sur tes heures tardives, ton petit ami Marcus. Je sais que tu as photographié mes documents financiers, que tu poses des questions sur mon testament. Je sais que tu planifies tout ça depuis le jour où j'ai touché cet argent. Elle a complètement craqué, en sanglots, en me suppliant de la laisser s'expliquer. Mais qui avait-il à expliquer? J'avais tout, noir sur blanc. Mike, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. On peut arranger ça. Je vais rompre avec Marcus, j'arrêterai de voir l'avocat. On peut revenir comme avant. Comme avant?
Tu veux dire à l'époque où tu faisais semblant de m'aimer pendant que tu préparais un plan pour me dépouiller? Je t'aime vraiment. L'argent n'a pas d'importance pour moi. J'ai ri. Un vrai rire. Jess, tu as passé les 6 derniers mois à essayer de me faire annuler notre contrat pour pouvoir prendre la moitié de mon héritage dans un divorce. Tu m'as trompé et tu m'as menti droit dans les yeux. Ne m'insulte pas en disant que ce n'est pas une question d'argent. Elle a alors essayé une autre approche. Très bien, peut-être que je me suis trompé au sujet de l'argent, mais l'aventure, c'est récent. J'étais seul parce que tu étais tellement distant depuis la mort de ton grand-père. Marcus était juste là pour moi, quand toi tu ne l'étais pas, j'ai été distant. Ou c'est toi qui l'as été, trop occupé à planifier ta stratégie de sortie? La dispute a duré encore 1 heure. Jessica est passée par tous les stades, déni, colère, marchandage, puis de nouveau le déni. Elle a essayé toutes les techniques de manipulation possibles. C'était ma faute parce que je ne lui avais pas accordé assez d'attention. C'était le stress, le changement de dynamique dû à mon héritage. C'était une erreur qui avait dégénéré. Mais jamais, pas une seule fois, elle n'a pris de vraies responsabilités pour ce qu'elle avait fait. Jamais elle n'a semblé comprendre qu'elle avait trahi notre mariage de la pire manière possible. Alors maintenant, il se passe quoi, a-t-elle fini par demander, en réalisant que ses larmes et ses excuses ne marchaient plus. Maintenant? Je dépose la demande de divorce dès demain matin. Mike, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais tout perdre. Tu aurais dû y penser avant de me tromper et de tenter de voler mon héritage. Cette nuit-là, Jessica a dormi dans la chambre d'amis. Moi, j'ai à peine dormi mais pas parce que j'étais triste. J'étais soulagé. Le doute était fini. Je savais exactement qui était ma femme, et ce que je devais faire. Le lendemain matin, pendant que Jessica était au travail, mon avocat a déposé la demande de divorce, pour adultère et faute financière. Jessica a été assignée dans son bureau l'après-midi même. La guerre était officiellement déclarée. La réaction de Jessica fut explosive. Elle m'a appelé en hurlant depuis le parking de son bureau, environ 20 minutes après que l'huissier soit passé. « Putain, Mike. Tu as déposé une demande de divorce? Je croyais qu'on allait arranger les choses. Quand est-ce que j'ai dit ça? Je t'ai dit que je savais tout, et que je divorçais. Quelle partie de ça t'a donné l'impression qu'on arrangeait quoi que ce soit? C'est de la folie. Tu ne peux pas jeter 3 ans de mariage à la poubelle pour une erreur. Une erreur? Tu appelles des mois d'infidélité et de manipulation financière une erreur? Jess, je ne jette rien. Tu l'as déjà jeté, le jour où tu as décidé de me trahir. Elle a recommencé à pleurer. Mike, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. On peut aller en thérapie, je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est divorcer. Mon avocat te contactera pour la répartition des biens. Quel bien? On n'a rien. En fait, si. La maison, ta voiture, quelques économies. Ne t'en fais pas. Tu recevras exactement ce que le contrat stipule. Long silence. Mike, à propos du contrat. Je pense qu'on devrait discuter de s'il est vraiment équitable. Je veux dire, beaucoup de choses ont changé depuis qu'on l'a signé. Même en plein divorce, elle essayait encore de contester le contrat. Le contrat est parfaitement équitable, Jess. Et tu vas le découvrir très bientôt. J'ai raccroché, et mon téléphone a immédiatement sonné. C'était Shane. Eh bien, ça n'aura pas traîné, m'a-t-il dit. Le cabinet de Peterson vient d'appeler. Ils veulent fixer une réunion pour discuter d'un règlement à l'amiable. Déjà? Elle vient à peine d'être assignée. C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas grand-chose. S'ils avaient confiance dans la contestation du contrat, ils auraient lancé une procédure et commencé la phase de découverte. Le fait qu'ils veuillent régler tout de suite me dit qu'ils ont vu les preuves, et qu'ils savent qu'ils sont foutus. La réunion de conciliation a été fixée pour la semaine suivante. Peterson a demandé que Jessica et moi soyons tous les deux présents, accompagnés de nos avocats, pour discuter d'une résolution pacifique, dans l'intérêt de tout le monde. En attendant, Jessica a tout essayé pour me faire changer d'avis. Elle s'est présentée sur mon chantier, en pleurs, me suppliant de reconsidérer. J'ai dû demander à mon chef de chantier de l'expulser, car elle faisait une scène devant toute l'équipe. Elle a appelé mes parents, leur disant que j'étais cruel et déraisonnable, qu'elle avait fait une erreur, mais qu'elle était prête à tout pour sauver notre mariage. Ma mère m'a même téléphoné, « Tu es sûr de ce que tu fais,
mon chéri? Maman, elle me trompe depuis des mois. Elle essaie de me voler l'argent de grand-père. Tu trouves que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de travailler? Je sais, mon ange. Mais le mariage, c'est du travail? Peut-être une thérapie de couple, tu vois. Maman. Elle voulait divorcer de toute façon. La seule raison pour laquelle elle veut rester mariée, c'est parce qu'elle a compris qu'elle n'aura pas d'argent. Mon père a été plus clair, fils, si ce qu'elle a fait est vrai, alors tu as entièrement raison de divorcer. Ne laisse personne te culpabiliser pour rester avec quelqu'un qui t'a trahi. Jessica a aussi essayé de retourner nos amis communs contre moi, leur racontant que j'étais vindicatif et que j'utilisais le contrat pour la punir pour une simple erreur. Certains l'ont cru au début, jusqu'à ce que je commence à montrer les preuves. Difficile de discuter quand on voit des photos de ta femme en train d'embrasser un autre homme. La réunion de règlement a été un désastre pour Jessica. Peterson avait clairement bien préparé son dossier depuis notre appel quelques semaines plus tôt. Il connaissait les infidélités, il savait que Jessica avait essayé de me manipuler pour annuler le contrat, et il savait que toute tentative de contester la validité du contrat était vouée à l'échec. Mon client est prêt à accepter les termes du contrat prénuptial, a-t-il dit 5 minutes après le début de la réunion. Nous espérons pouvoir résoudre cela rapidement et à l'amiable. Jessica avait l'air d'avoir reçu une gifle. C'est tout? Vous n'allez rien réclamer? Peterson lui lança un regard qui aurait pu geler l'enfer. Mademoiselle Thompson, étant donné les preuves d'adultère et la documentation claire de vos tentatives de manipulation financière au sein de votre mariage, je vous conseille fortement d'accepter les termes du contrat prénuptial et d'aller de l'avant. Mais ce contrat n'est pas juste. J'ai sacrifié les meilleures années de ma vie pour ce mariage. Le contrat est parfaitement légal et exécutoire, dit Chen. Votre cliente l'a signé volontairement, avec l'aide d'un avocat indépendant, après divulgation complète des informations financières. Les conditions sont raisonnables et ne sont en aucun cas abusives. Toute tentative de le contester échouera, et ne fera qu'augmenter les frais juridiques. Au final, Jessica a reçu exactement ce que le contrat stipulait, ses effets personnels, sa voiture qui avait encore 2 ans de paiement et la moitié de notre compte épargne commun, soit une valeur totale d'environ $8 000. Mon héritage, la maison, mon matériel professionnel, tout le reste me revenait. Jessica a signé l'accord, mais elle était furieuse. Ce n'est pas fini, Mike, m'a-t-elle lancé en quittant le bureau de l'avocat. Tu vas le regretter. Je t'ai tout donné, et tu balances tout ça pour une erreur. Jess, lui ai-je répondu, tu ne m'as pas tout donné. Tu m'as donné des mensonges et des trahisons. Et ce n'était pas une erreur. C'était des mois de tromperie calculée. Si ça peut t'aider à dormir la nuit. Le divorce fut finalisé 6 semaines plus tard. Jessica a emménagé chez Marcus, ce qui, honnêtement, m'a fait rire. Elle avait fait exploser son mariage pour être avec ce type, et maintenant elle était coincée avec lui. Je me suis demandé combien de temps il lui faudrait avant de s'ennuyer et de chercher une nouvelle cible. Cela fait maintenant 8 mois. 8 mois depuis que j'ai découvert qui Jessica était vraiment, et que je l'ai sortie de ma vie définitivement. Pendant un temps, j'ai cru que c'était terminé. Le divorce était finalisé, elle vivait avec Marcus, et je pensais qu'elle serait désormais son problème. J'ai changé de numéro, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux et j'ai essayé d'avancer. Mais apparemment, Jessica ne supportait pas le rejet. Durant les premiers mois après le divorce, elle a tenté de me contacter via des amis communs, toujours sous un faux prétexte, elle avait oublié quelque chose à la maison, où elle voulait discuter pour obtenir une fermeture. J'ai ignoré tout ça. Tout ce qu'elle avait laissé a été donné à des œuvres caritatives. Et pour moi, la fermeture, c'était quand elle avait signé les papiers du divorce. Puis, j'ai commencé à entendre des rumeurs en ville. Jessica racontait aux gens que j'avais été abusif financièrement pendant notre mariage, que j'avais dissimulé des biens, et que je l'avais manipulé pour signer un contrat injuste. Mais dans une petite ville, les potins vont vite et la vérité finit toujours par ressortir. Trop de gens connaissaient la vraie histoire, et les mensonges de Jessica ne tenaient pas la route bien longtemps. En plus, Marcus, apparemment, n'était pas le prince charmant qu'elle croyait. Selon ce que j'entendais, il commençait à en avoir marre de financer son style de vie luxueux avec son salaire de cadre en marketing. Il s'avère que Jessica avait des goûts de luxe, mais seulement quand quelqu'un d'autre payait. Vers le 5e mois, j'ai appris par des connaissances que Marcus l'avait mise dehors. Elle était retournée vivre temporairement chez sa sœur, en attendant de trouver une solution. J'avais un peu de peine pour sa sœur, mais dans l'ensemble,
j'étais juste soulagé que Jessica soit devenue le problème de quelqu'un d'autre. Et puis, le mois dernier, la boucle a été bouclée, de la plus belle des manières. J'étais chez Home Depot, en train d'acheter du matériel pour un chantier, quand je suis tombé sur Marcus. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, juste vu sur des photos. Mais je l'ai reconnu immédiatement. « C'est toi Mike, hein ?» m'a-t-il dit en s'approchant dans le rayon bois. « L'ex-mari de Jessica ?»« Ouais, c'est moi. Je te dois des excuses, mec. Je ne savais pas qu'elle était mariée quand on a commencé à sortir ensemble. Elle m'avait dit que vous étiez déjà séparés. » Bien sûr qu'elle l'a dit. « Écoute, je me sens mal pour tout ça, mais je voulais te remercier de l'avoir divorcé. Tu m'as probablement sauvé de la plus grosse erreur de ma vie. » C'était intéressant. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Elle a emménagé avec moi après votre divorce, et au début, tout allait bien. Mais rapidement, elle a commencé à me pousser à faire une demande en mariage. Elle parlait de se marier, de mettre nos biens en commun. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions sur mes économies, mon compte retraite, si j'avais de l'argent de famille. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Laisse-moi deviner, elle voulait que tu mettes son nom sur tout ? Exactement. Et quand j'ai dit que je trouvais ça un peu prématuré, elle s'est mise à devenir agressive. Elle m'accusait de ne pas lui faire confiance, disait que j'étais comme toi contrôlant, parano au sujet de l'argent. Et alors ? J'ai commencé à faire attention. J'ai découvert qu'elle fouillait dans mon courrier, vérifiait mes relevés bancaires quand je n'étais pas là. Elle a même essayé d'utiliser ma carte de crédit sans me demander, pour acheter un sac hors de prix. Marcus secoua la tête. Quand je l'ai confrontée, elle m'a répondu qu'on était pratiquement mariés de toute façon, et que les couples devraient tout partager. Ça te dit quelque chose ? Très clairement. C'est là que j'ai compris qu'elle n'avait pas changé du tout. Elle me rejouait exactement le même scénario qu'elle t'avait fait. Alors je lui ai dit de partir. Bien joué, mec. Le plus fou, c'est qu'elle avait vraiment l'air choquée que je rompe avec elle. Comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais en colère qu'elle fouille dans mes affaires et dépense mon argent sans autorisation. On a encore discuté quelques minutes, et Marcus m'a raconté d'autres détails intéressants sur le comportement de Jessica. Apparemment, elle lui avait dit que je lui avais volé sa part légitime de mon héritage et qu'elle envisageait une action en justice pour obtenir ce qu'elle méritait. Je lui ai dit que c'était complètement fou, dit Marcus. Tu peux pas voler ton propre héritage. Et si t'avais un contrat prénuptial, ben c'est comme ça. Mais elle était persuadée que le tribunal finirait par lui donner raison si elle expliquait sa version. Après ma conversation avec Marcus, j'ai appelé mon avocat pour le prévenir des menaces juridiques de Jessica. Shane a juste éclaté de rire. Mike, on a déjà tout vu. Le divorce est final, le contrat a tenu, elle n'a aucune base pour faire appel. Elle est juste amère parce que son plan a échoué. Donc je ne dois pas m'en soucier. Pas à moins qu'elle dépose vraiment quelque chose. Et si elle le fait, ce serait frivole, et ça pourrait même entraîner des sanctions contre son avocat. Aucun avocat sérieux ne prendrait une affaire pareille. Je pensais que c'était enfin terminé. Mais je me trompais. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel que je n'aurais jamais attendu. Mike, c'est Jessica. J'ai failli raccrocher immédiatement, mais quelque chose dans sa voix m'en a empêché. Elle sonnait brisée. Qu'est-ce que tu veux, Jess ? J'ai besoin de te demander une faveur. Une grosse faveur. J'en doute, Mike. S'il te plaît, je suis désespéré. Je vais perdre mon appartement, je ne peux plus payer ma voiture, et je n'ai personne d'autre à appeler. Ce n'est pas mon problème. Je sais que tu me détestes, et je sais que j'ai ruiné notre mariage. Mais on est restés ensemble 3 ans. Ça ne compte pas pour quelque chose ? Je suis resté silencieux un instant, curieux de savoir où elle voulait en venir. Qu'est-ce que tu demandes exactement ? Un prêt. Juste assez pour me remettre sur pied. Je te rembourserai, je te le promets. Il me faudrait juste, environ 15 000 $, pour payer mes dettes et verser une caution pour un nouvel appart. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors laisse-moi bien comprendre, tu m'as trompé, tu as tenté de me voler mon héritage, tu as raconté à tout le monde que j'étais abusif, et maintenant tu veux que je te donne de l'argent ? Pas donner, prêter. Et tu comptes me rembourser avec quoi ? La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu avais perdu ton boulot chez le dentiste, et Marcus t'avait jeté dehors. Long silence. Comment tu sais ça ?
petite ville, Jess. Les nouvelles circulent. Alors laisse-moi te poser une question, pourquoi je devrais aider quelqu'un qui a essayé de détruire ma vie? Parce que tu es quelqu'un de bien, Mike. Tu l'as toujours été. Je sais que je t'ai blessé, mais au fond, tu n'es pas cruel. Elle essayait de me manipuler une dernière fois, en jouant sur ma compassion pour soutirer de l'argent. Tu sais quoi, Jess? Tu as raison. Je suis quelqu'un de bien. Et c'est pour ça que je vais te donner un conseil gratuit au lieu de te donner de l'argent. Mike, s'il te plaît. Trouve un boulot. N'importe lequel. Déménage dans un endroit moins cher. Arrête de penser que ce sont les autres qui vont régler tes problèmes. Et peut-être, juste peut-être, prends le temps de réfléchir à comment tu t'es retrouvé dans cette situation. Je peux pas croire que tu sois aussi sans cœur. Je t'aimais, Mike. On était mariés. Non, Jess. Tu aimais ce que tu pensais pouvoir me prendre. C'est différent. Ce n'est pas fini. Je trouverai un moyen d'obtenir ce que je mérite. Bonne chance avec ça. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro immédiatement. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche, un verre de thé glacé à la main, en réfléchissant à tout ce chemin parcouru depuis le début de cette histoire. La maison était silencieuse. Paisible. Mon entreprise marchait mieux que jamais. J'avais même recommencé à fréquenter quelqu'un, une gentille institutrice nommée Amy, qui ne savait même pas encore pour mon héritage, parce qu'on prenait les choses doucement. Jessica était exactement là où elle méritait d'être, sans le sou, seule, et face aux conséquences de ses choix. Elle avait un bon mari, un mariage stable et une vie confortable. Et elle avait tout gâché, juste par cupidité. Certains penseront peut-être que j'ai été cruel de ne pas l'aider quand elle m'a appelé. Mais voilà la vérité, Jessica m'avait déjà montré exactement qui elle était. Une personne capable de mentir, de tromper et de voler pour obtenir ce qu'elle voulait. Lui donner de l'argent ne l'aurait pas aidé à devenir meilleur. Ça n'aurait fait que l'encourager à rester la manipulatrice qu'elle a toujours été. La meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de me protéger avec ce contrat prénuptial. Et la deuxième meilleure chose, c'est d'avoir su reconnaître qui Jessica était vraiment et de l'avoir sortie de ma vie avant qu'elle ne puisse faire plus de dégâts. Aujourd'hui, je dors comme un bébé, en sachant que j'ai écouté mon instinct, protégé ce que mon grand-père avait bâti toute sa vie, et éliminé de mon futur une personne toxique qui essayait de tout détruire. Justice rendue.